Sur la Russie et sur l'Ukraine. Guerre froide, on entend beaucoup on lit beaucoup cette expression dans la presse. Est-on face à une nouvelle guerre froide? Non. Il y a là typiquement une facilité, voire un abus de langage. Il y a certes une crise diplomatique majeure, et le contexte est tout à fait différent et tout à fait incomparable avec la situation qu'on a vécue il y a des signes de cela. On assiste, de mon point de vue, mais j'imagine qu'on en discutera, à une rupture à la politique étrangère russe. Il me semble que l'épisode criméen, ce qui se passe depuis le printemps, indique une volonté russe de remise en cause de l'héritage, des résultats diplomatiques de la séquence 89-91. En d'autres termes, la Russie ne se considère pas comme un pays vaincu. Et la Russie n'accepte pas les règles du jeu qui se sont établies au début des années 90, et en particulier cette donne stratégique du double élargissement Union européenne-OTAN. La Russie, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, dans l'affaire ukrainienne, considère que ses intérêts stratégiques vitaux sont engagés. Et quand une puissance nucléaire considère que ses intérêts stratégiques vitaux sont engagés, elle peut aller très loin. Ça ne veut pas dire qu'elle va employer l'arme nucléaire, mais ça veut dire qu'elle peut payer un prix. Elle est prête à payer un prix plus élevé que nous, je pense, pour faire prévaloir ses intérêts dans cette zone. Deuxième chose qui me frappe beaucoup, c'est la polarisation des débats, des positions sur la Russie, sur l'Ukraine. J'ai envie de dire, j'entends de moins en moins de voix raisonnables. C'est vrai à Moscou, bien sûr. Il y a surtout la télévision, une machine de guerre d'autant plus redoutable qu'elle est maintenant assez sophistiquée. C'est vrai à Kiev. Et malheureusement, c'est vrai à Paris. Il est très difficile enfin très difficile en tout cas, ça ne va pas de soi d'essayer de faire entendre une petite musique différente du mainstream. En tout cas, on voit et entend plus d'observateurs qui ont des certitudes, plus des connaissances, souvent. Et je suis très heureux d'être ici à Nantes, à ce festival de géopolitique, à l'invitation de Pascal Boniface, je suis sûr que notre débat d'aujourd'hui va au contraire être une possibilité d'échanger sereinement sur le fond, avec du temps, pas seulement en lançant des formules, sur le fond, sur l'Ukraine, sur la Russie. Car, encore une fois, sur des sujets complexes qui méritent mieux que des invectives et que des formules à l'emporte-pièce. Autre observation, me semble-t-il, il n'y a que des perdants dans cette crise, à deux exceptions. La principale perdante, c'est évidemment l'Ukraine. L'Ukraine qui est en train de plonger économiquement, une trajectoire de moins 10% de PIB cette année, qui a perdu la Crimée, qui est en train de perdre le Donbass, et qui risque fort, et ça nous concerne nous tous directement, et je dirais même aussi Russes et Européens de l'Ouest, qui est en train de devenir, qui pourrait devenir en tout cas, une sorte de trou noir très instable à la lisière des mondes européens et russes. Donc l'Ukraine est perdante, la Russie est perdante au-delà des effets de manche, des remontades, on entend Moscou. Non, la situation aujourd'hui à Moscou n'est pas catastrophique, à la différence de la situation ukrainienne, mais elle n'est pas bonne. La Russie, qui est un grand pays, n'a rien à gagner à rester dans cette situation, à être sous sanctions par exemple. Cette crise ukrainienne n'est pas bonne pour l'Europe, elle n'est pas bonne pour la France en particulier, j'attire votre attention là-dessus. Les intérêts de la France sont peut-être plus engagés, les intérêts commerciaux en particulier, plus engagés que les intérêts allemands ou italiens. La Russie, pour la France, est le troisième marché d'exportation hors Europe. La Russie est le seul BRICS où la France a développé ses parts de marché ces dernières années. Et les trois quarts des exportations françaises vers la Russie, c'est des exportations de haute, voire très haute technologie. Donc ce n'est pas rien pour nous, Français. Deux gagnants, à des degrés divers, les États-Unis, me semble-t-il, qui objectivement ont intérêt à ce nouveau souffle, cette seconde vie de l'OTAN, en tout cas la réaffirmation des courants atlantistes en Europe, et la Chine. On en parle peu ici, à tort. Moi, ce que je vois quotidiennement à Moscou, ce sont des délégations chinoises, des contrats, alors bien au-delà de la Sibérie, et bien au-delà du gaz. On a beaucoup parlé du contrat gazier, mais ça concerne l'agroalimentaire, ça concerne même aujourd'hui
la ligne à très grande vitesse Moscou-Kazan, pour laquelle Alstom était en lice, et aujourd'hui les Chinois sont concurrents et proposent même des financements. Voilà l'une des répercussions qui nous concernent de cette affaire ukrainienne. Parmi les égarements, je suis très frappé aussi par certains égarements en Occident et à Moscou. Encore une fois, la vision que l'on peut avoir ici d'une Russie au bord de l'effondrement économique, que l'on ferait plier grâce à des sanctions, elle est fausse. Elle est fausse. La Russie connaît un ralentissement économique antérieur à l'affaire ukrainienne. La situation n'est pas brillante, je vais dire que c'est une trajectoire économique à la française pour l'année prochaine, c'est-à-dire 0,5% de croissance cette année, 1% de croissance l'année prochaine. C'est évidemment insuffisant pour un pays qui entend se moderniser et rattraper son retard. Poutine lui-même admettait qu'il faudrait à peu près 5% par an. Donc la Russie perd du temps, et la Russie ne s'effondre pas. Autre élément très important et inquiétant, si on part du point de vue de la conviction que finalement la Russie est tout de même, par l'histoire, par la civilisation, une puissance européenne, c'est qu'on assiste aujourd'hui à Moscou et ailleurs, enfin partout en Russie, à une vague conservatrice puissante. On peut dire qu'elle est effectivement encouragée par les médias d'État, mais ça renvoie à quelque chose de plus profond. Et c'est d'autant plus troublant, encore une fois, que la Russie fait partie de la famille européenne. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir ce divorce dans les têtes entre la Russie, au sens large du terme, et l'Europe. Il y a là des vécus, des récits différents. Je sais qu'Anne de Tailly nous en parlera sur la politique étrangère, mais ça vaut pour d'autres domaines aussi. Et ce que l'on voit aujourd'hui, à cause des sanctions, mais pas seulement, mais entre autres à cause des sanctions, c'est malheureusement la montée en puissance de ce que j'appelle la Russie rétrograde. Et ça, c'est inquiétant aussi. Alors, divorce ou pas divorce entre Russie et l'Occident, on va en parler, tous les quatre. Il y a quand même aussi des éléments à prendre en compte. La Russie regarde ailleurs. Alors, on peut dire que ça n'a pas commencé avec l'affaire ukrainienne, que la Russie a toujours revendiqué sa double vocation européenne et asiatique, mais il me semble que jusqu'à présent, on était surtout dans un registre rhétorique. C'est-à-dire que les élites russes et la population russe, sauf peut-être les Sibériens, se considéraient comme européens, comme une puissance européenne, ayant des dépendances territoriales en Asie. Mais l'Europe était la référence historique, culturelle, en termes de mode de vie, en termes de littérature. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement, un glissement, un rééquilibrage, qui d'ailleurs peut être parfaitement rationnel. Il serait bien incroyable que la Russie ne mette pas à profit sa présence en Asie pour profiter du dynamisme de cette région. Mais il y a quelque chose, à mon avis, qui va peut-être plus loin et plus vite que ce que les Russes eux-mêmes le souhaiteraient. Et la Russie, au-delà de l'Asie, d'ailleurs au-delà de la Chine, regarde ailleurs. Il y a en Asie la Corée du Sud, il y a le Vietnam, il y a l'Inde. Il y a aussi des pays qui étaient considérés comme périphériques, qui ne le sont plus. Moscou, l'Afrique du Sud, le Brésil. Par exemple, vous savez qu'une partie des importations de produits agroalimentaires désormais vient d'Amérique latine, non plus d'Europe en raison des embargos. Enfin, dernier point, et je m'arrêterai là. Il est difficile encore évidemment de prendre du recul par rapport à cette affaire ukrainienne, même si on voit une certaine réalité, parfois désagréable, s'esquisser. Alors, pour renverser dans une terminologie un peu stalinienne, je pense que tôt ou tard, il faudra que les uns et les autres fassent leur autocritique. Il est évident que la Russie porte une part majeure de responsabilité. Il faut bien appeler un chat un chat. Ce qui s'est passé en Crimée, c'est une annexion. Et il y a des choses qui ne se font pas. Alors, on peut en rester là et s'exonérer de réflexions, d'autres réflexions. Mais je pense, personnellement, que c'est l'affaire du partenariat oriental, que imaginer un seul instant qu'une politique imaginée, portée par la Pologne, la Lituanie, la Suède, en direction de l'Ukraine, imaginez qu'un tel projet ne serait pas perçu comme profondément hostile par la Russie, ça relève de ce que j'appelle la géopolitique hors sol. Et dans ces régions ont une histoire, les gens connaissent l'histoire. C'est quelque chose de très concret, c'est très tragique aussi souvent. Et je pense que, je le dis assez crûment, il vaut mieux dire les choses, que nos amis polonais, nos amis lituaniens et suédois n'ont pas rendu un grand service à l'Ukraine.